Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau NuMag d'Onis TV. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous recevons un invité pour parler de l'actualité politique, sociale et économique de l'Onis et plus généralement de la Charente-Maritime. Et comme vous le savez aussi, si vous nous avez suivis depuis quelques semaines, nous nous concentrons sur les législatives 2022 et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie Nédélec, candidate sur la première circonscription de Charente-Maritime, La Rochelle. Île-de-Ré. Pour m'accompagner dans cette émission, Yannick Picard. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Collin. Bonjour. Bonjour Marie Nédélec, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes la deuxième femme à venir sur ce plateau. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui se présentent à ces législatives, en tous les cas en Charente-Maritime. Elles sont moins nombreuses que les hommes, malheureusement. Et elles sont moins nombreuses à l'Assemblée nationale aussi. Il y a quand même 11 candidats qui sont en lice sur cette première circonscription. Alors, je vais essayer de les énumérer sans oublier personne. Véronique Richer-Lerouge, divers centre droit. Olivier Falorni, des radicaux de gauche. Agnès Cher, du parti animaliste. Philippe Père, divers gauche, divers droite, on ne sait pas. Martine Madeleine, de Ensemble. Antoine Collin, de Lutte ouvrière, qu'on a reçu ici. Jean-Marc Soubest, de NUP, qu'on a reçu également ici. Nadine Tanguy, divers droite. Emma Chauveau, du Rassemblement national. Nicolas François, de Reconquête. Et vous, Marie Nédélec. La gauche est à la tête de la première circonscription de Charente-Maritime depuis 1976. C'est quand même, ça remonte. Aujourd'hui encore, c'est Olivier Falorni, divers gauche, qui est député. Vous êtes soutenu par Maxime Bonneau, l'ancien maire de gauche de La Rochelle, mais aussi par Jean-François Fontaine, lui qui est plutôt qui va surtout vers Emmanuel Macron. En tous les cas, c'est ce qu'on lui prête. Vous, où est-ce que vous vous situez dans tout ça ? Ben moi, je me situe sur une gauche responsable, modérée, pas radicale et encore moins insoumise. Voilà, je porte l'engagement d'avoir des valeurs de gauche qui allient à la fois le social et l'écologie, bâtir aussi l'avenir, ne pas opposer systématiquement le monde économique qui constitue aussi ces petites entreprises qui constituent notre territoire. Je crois qu'elles ont surtout besoin d'aide, d'accompagnement, de soutien et que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir construire une société qui se transforme et pour laquelle on doit légiférer puisque quand la société se transforme, la loi doit aussi évoluer. Une gauche plutôt centriste alors, Marie Nédélec ? Un centre-gauche, oui, mais en même temps, l'écologie n'est pas réservée aux écologistes, je l'aime à le dire et je crois que c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, Donc une gauche plutôt verte ? Une gauche verte, une gauche rose aussi. Rose. Voilà, je crois qu'il y a aujourd'hui, tout ça s'inscrit dans une recomposition politique, que ce soit locale ou que ce soit nationale. On voit bien aujourd'hui, il y a des attentes, il y a des besoins, il y a une population qui souffre. On le voit, ça date pas de cette année. Je rappelle la crise des Gilets jaunes. Et pourtant, vous êtes jeune en politique. Je suis jeune en politique, effectivement. Alors, je suis jeune aussi. Tout court, ok. Tout court, mais en politique plus particulièrement. Mais en politique plus particulièrement. Après, j'ai eu auparavant des engagements. Est-ce que vous avez été encarté ? Je n'ai jamais été encartée. Et si vous aviez dû l'être, vers quel parti auriez-vous penché ? Je pense que j'ai toujours voté à gauche, donc D'accord. Je pense que j'aurais été encartée chez les socialistes. Alors justement, Marie Nédélec, vous êtes jeune, si vous l'avez rappelé, mais est-ce que vous ne seriez pas une femme sous influence ? Alors je vais préciser ma question. Vous êtes entouré de personnes politiques qui ont un passé, un vécu, qui ont un certain âge, je ne vais pas dire un âge certain. On peut parler de Maxime Bonneau, de Jean-François Fontaine, d'Henri Lambert. Christophe Berthaud est un peu plus jeune. Il s'est mis en retrait du PS pour être votre directeur de campagne. Vous êtes seul à mener la barque ? Vous avez les coups des franches, une liberté de parole ? Alors, je crois que ce serait mal me connaître que de penser que, justement, je serais soumise ou sous l'influence de quelqu'un. Je suis d'ailleurs, je vais être très claire, je suis la candidate de personne. Je suis moi, Marie Nédélec, candidate aux élections législatives sur la première circonscription. Portée par des vieux briscards de la politique. Accompagnée, soutenue. Par des personnes qui, oui, ont un parcours politique, mais vous savez, la transmission, ça fait aussi partie de la vie, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde économique. Moi, j'ai été chef d'entreprise. J'ai vendu aujourd'hui mes sociétés. Ouais. D'accord. Donc, vous ne vous consacrez qu'à la politique ? Aujourd'hui, j'ai fait un choix de m'engager, de pouvoir mener les mandats pour lesquels j'ai été Depuis élue. votre élection en 2020, c'est ça ? Oui, alors j'ai vendu progressivement, effectivement. Non, mais votre engagement politique,
hein. Il date de 2020. Mais revenons à vos vieux briscards. Alors, ouais, je sais pas si ça se parle. Ils ce ont sont de la les bons bouteille. moments. Ouais. Oui, ce Oui, sont oui. des personnes qui ont de la bouteille. Mais justement, on apprend aux côtés aussi des personnes qui ont de la bouteille, comme vous dites. On apprend parce que, oui, la vie politique, elle est faite de convictions, de ce qu'on porte, des valeurs, de ce qu'on a envie de porter. Puis il y a des personnes qui voient aussi, certainement, ma candidature, l'occasion d'incarner un renouvellement politique. Jean-François Fontaine s'est exprimé sur le sujet en disant qu'il fallait aussi préparer l'avenir politique de notre territoire et que j'ai son soutien. Ce sera vous, son successeur à la mairie de La Rochelle Ah non, en 2026 personne n'est capable de dire ce qui se passera en 2026. Là, on est en 2022, on parle d'élections législatives, on parle d'un programme. Parce qu'on sait que Olivier Falorni a déjà des vues sur la mairie en 2026. Il se projette déjà. Oui, ben, c'est bien, Pas vous. mais étape par étape, je crois qu'on est incapable de savoir qui fera quoi en 2026. Je crois qu'il y a surtout des urgences aujourd'hui. Il y a des personnes partout en France et sur notre territoire qui souffrent. Et ça, aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on le porte. J'ai envie qu'on porte la voix de ces personnes-là. Je sais d'où je viens. Je sais aussi à quel point j'ai galéré. C'est peut-être à travers aussi ma candidature, c'est peut-être ce que voient aussi certains de ceux qui m'accompagnent, l'opportunité de représenter une population qui souffre, une population qui crée de l'emploi, de ces entreprises qui ont besoin aujourd'hui aussi d'être accompagnées. Notre territoire, il est constitué de ces petites entreprises. Et ces petites entreprises, elles vivent aussi avec des collaborateurs. Et c'est tout ça aujourd'hui que j'ai envie de porter, d'une génération aussi qui vit l'écologie dans son quotidien. Moi, je suis écologiste dans ce que je fais au quotidien, dans les choix que je fais aussi dans ma vie personnelle. Mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Donc une liberté de parole, on l'a bien compris. Hein, oui. Oui, bah, c'est dans ma nature je pense, lors d'un meeting, certains se sont exprimés pour rappeler que j'étais têtue. Bah ouais, en politique, il faut peut-être parfois être têtu. Vous êtes venu avec les couleurs du Stade Rochelais aujourd'hui, hein, on l'a remarqué. On s'attendait à vous voir avec une marinière, nous, Marine Edelec, parce que je vous rappelle, c'est dans votre document de campagne, hein, dans votre journal numéro 2, vous avez le soutien de Michael Vallée, qui était le porte-parole d'Arnaud Montebourg, qui est au PS. Sénateur socialiste. Qui est au PS, donc on a du mal à s'y retrouver là-dedans. Parce que normalement, il aurait dû soutenir le candidat de l'ANUPS, donc Jean-Marc Soubest. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà, il faut interroger le principal concerné. Mais il n'est pas candidat aux législatives. S'il s'exprime dans mon journal, comme vous l'avez précisé, c'est parce qu'aujourd'hui, il me soutient et il sait aussi l'importance d'avoir des élus de territoire. On siège ensemble au département. Nous siégeons dans le même groupe, un groupe d'opposition au département, mais un groupe de gauche au département. Je rappelle que ce groupe est constitué de plusieurs horizons de gauche, sauf des écologistes. Marine Edelec, tout à l'heure, vous avez parlé de recomposition politique, justement. Vous dites que vous êtes de gauche, vous avez toujours été de gauche. Cette nouvelle union de la gauche, ça vous plaisait pas ? Moi, je ne m'inscris pas... alors, je l'ai rappelé tout à l'heure, je ne suis pas encartée. Donc, rappelons que je ne suis pas dissidente aujourd'hui. Hein. Ma campagne, je l'ai lancée en février, entourée de différentes personnes, de gauche notamment, de socialisme, mais pas que. Hein. Des personnes aussi de la société civile qui attendent aujourd'hui, comme vous le disiez, une recomposition politique. Mais pour moi, elle ne s'inscrit pas, cette recomposition politique, dans cet accord de l'ANUPS. Moi, je suis en désaccord aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est pas possible pour moi. Ce serait qui le bon Premier ministre pour vous alors ? Aujourd'hui, on garde ce que Elisabeth Borne. Alors, Elisabeth Borne est une femme de gauche aujourd'hui, première ministre. Déjà, je salue le fait que ça soit une femme qui soit à la tête de notre gouvernement. C'est toujours positif. Je salue aussi le fait que Isabelle Rome ait été nommée à l'égalité femmes-hommes. Et pour bien la connaître, je sais à quel point elle portera ce sujet qui m'est cher aussi. Mais je vois aussi qu'à la tête de ce gouvernement, on a un Bruno Le Maire, on a un Gérald Darmanin. Excusez-moi, mais ça, c'est pas la gauche. Ils n'ont pas fait le job Ils n'ont pas fait le job. Gérald Darmanin, je ne partage pas forcément ses positions, notamment sur une certaine radicalité pour moi en tant que ministre de l'Intérieur. Et puis quant à Bruno Le Maire, le quoi qu'il en coûte, il a été nécessaire. Il faut le rappeler pour les entreprises. Mais aujourd'hui, on porte aussi une politique libérale forte
au sein de ce gouvernement, et là non plus, je ne m'y inscris pas. Donc c'est là où je pense que dans la recomposition politique, il y a à la fois les insoumis avec la NUPS, pour lequel je ne partage pas des questions liées à l'Europe. Pour vous, le NUPES, c'est les insoumis. C'est ça que vous Oui, dites. bah, excusez-moi, mais quand on voit les affiches, c'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Donc ce sont les insoumis. Oui, clairement. Est-ce que vous vous revendiquez de Michel Crépeau? Parce qu'à chaque Non. élection à La Rochelle, on y a droit. Et Bah, tout le monde se revendique de Michel. Alors vous, Colette Chéniaud? Non Non plus. plus. Je D'accord. suis née en 1984. Je D'accord. n'ai pas connu Michel Crépeau. Ouais. Je me revendique pas de Michel Crépeau, même si je salue effectivement si La Rochelle est ce qu'elle est aujourd'hui en termes d'écologie urbaine notamment, c'est sous l'impulsion de Michel Crépeau. Oui, ça il faut le saluer. Je pense que ça a vraiment permis à La Rochelle d'être pionnière sur ce domaine-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, Colette Chéniaud non il faut plus. regarder devant. Hein. Ouais. Non, je n'ai pas connu D'accord. Colette Chéniaud. Je l'ai croisé, mais politiquement, je n'ai pas connu Colette Chéniaud. Marie, on a parlé de vos nombreuses casquettes tout à l'heure. Je les rappelle, vous êtes conseillère départementale, conseillère communautaire, à la déléguée à la CDA de La Rochelle. Oui. Vous êtes adjoint à la mairie de La Rochelle. Comment vous faites déjà pour conjuguer toutes ces casquettes? Et est-ce que avec votre candidature à la députation, vous allez mettre tout ça de côté? Alors déjà, il y a un cadre législatif. On ne peut pas cumuler aujourd'hui à la fois un mandat de député et un mandat exécutif local. Donc oui, je ferai un choix. Je ferai un choix en fonction de ce que je peux porter à l'Assemblée nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a deux attentes qui sont fortes. Il y a une attente en termes des attentes environnementales et puis il y a des attentes sociales qui sont importantes. Le budget du département est porté à 60% sur le social. Donc je crois que ça fait partie d'un critère qui sera essentiel. C'est comment porter les besoins de notre territoire, les besoins de nos habitants, les besoins aussi des élus locaux, les attentes des élus qui voient aussi tout ce qui se passe sur le terrain. Et les porter à l'Assemblée nationale, ça peut se faire évidemment avec beaucoup plus de force si je continue à siéger au département. Et en binôme aussi, avec Donc vous avec garderez Mickaël Vallet qui votre s'est casquette exprimé. de conseillère départementale, si, Oui. si on comprend bien. Et vous lâchez les autres mandats, vous ne gardez que votre mandat législatif. Oui. D'accord. Vous êtes en campagne de toute façon, hein, en ce moment, ça y est, c'est parti. Hein, il reste 16 jours hein, avant le premier tour, le 12 juin, donc ça va aller très très vite. Vous êtes sur les marchés, vous êtes aussi en réunion publique. Alors on a remarqué quand même une petite chose, c'est que sur l'île de Ré, vous êtes un petit peu à la peine. Les réunions publiques ont du mal à prendre. C'est une île qui a voté très majoritairement Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces rétés qui ont l'air de ne pas accrocher à votre candidature? Comment vous faites pour leur dire attendez, non, c'est moi la solution, ce ne sont pas les autres? Comment ça Je ne fonctionne? dirais pas qu'ils n'accrochent pas parce que j'ai rencontré beaucoup de maires de l'île. C'est Je crois la problématique des réunions publiques alors? Je crois que c'est la problématique de comment on fait politique aujourd'hui aussi. Alors, je pense que l'île de Ré a voté principalement Emmanuel Macron parce que l'île est aussi modérée dans ses choix politiques, comme la circonscription d'ailleurs, globalement, Oui, tout à fait. a 56,3%, porté Emmanuel c'est- Macron au premier tour. Sur ces élections présidentielles, on n'a pas eu... C'était pas un choix, on n'a pas fait toujours des votes de conviction. On a fait aussi des votes pour éviter de barrage. pour faire un barrage, notamment au Rassemblement national. Donc ça, c'est important déjà de le rappeler. Je pense que comment on a aussi des élections législatives qui arrivent peu de temps après les élections présidentielles. Les élections présidentielles ont été aussi anxieuses. Alors c'est toujours pas été. nouveau, néanmoins, c'est le cas depuis le quinquennat. Oui. Voilà. Mais Donc voilà, peut-être. ça date quand même pas à dire. Est-ce que les gens sont lassés de tout ça? Je pense que les gens sont lassés de ne pas se sentir écoutés, de ne pas se sentir représentés, tout simplement. Après, si c'est pour faire des réunions publiques, pour avoir que des gens acquis dans vos réunions, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, ce que je veux, c'est convaincre. Alors, vous avez parlé, il y a les marchés, il y a la façon dont on va aussi voir les personnes. Et moi, je fais un choix sur le dernier meeting. Beaucoup aiment ce dernier meeting à l'oratoire. Mais moi, je ne ferai pas de meeting à l'oratoire cette année. Je ferai un meeting en plein air parce que je pense que l'important, c'est aussi comment on va chercher les gens. C'est un peu tendance, ça, aussi. Hein. Chips et je barbecue, ne sais quoi. pas si c'est tendance ou... Voilà, en tout cas, on voit bien que passer la porte d'un meeting, ça se fait de moins en moins. Comment on va vers les gens, comment Vous êtes plus porte-à-porte ou réseaux sociaux? Les deux.
Les deux, parce qu'il y a une génération qui est aussi plus réseaux sociaux. Et puis, il y a une génération qui a besoin qu'on aille à sa rencontre. C'est difficile le porte-à-porte, non, aujourd'hui? Que les gens ouvrent leurs portes comme ça facilement, surtout qu'ils sont sollicités par 11 candidats. On préfère les bas d'immeubles ou les points de rencontre dans les quartiers. Voilà. C'est difficile aussi de rentrer, je pense. Frapper à la porte, c'est rentrer aussi pour certains dans leur intimité. Les gens n'aiment pas forcément ça. Ils veulent aussi garder cette distance. Mais je crois que ce qui est important, c'est de continuer à garder cette capacité d'écoute et puis que les gens puissent se sentir représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Moi, je viens d'un milieu populaire, modeste, et où le vote a toujours été important. Mes parents ont toujours voté, nous ont toujours transmis cette importance de voter, de placer sa voix aussi et pour se faire représenter. Mais j'ai souvent entendu dire qu'ils ne se sentaient pas représentés à l'Assemblée nationale. Et ça revient sur ce que vous disiez, la représentativité tout à l'heure des femmes à l'Assemblée nationale, les catégories socio-professionnelles. Je crois qu'aujourd'hui... Il y a une génération qui ne sont pas du tout représentées ni par les hommes politiques ni par les femmes politiques, ce sont les jeunes. Comment les mobiliser, ceux-là? Alors moi, je suis allée à la rencontre des jeunes. On a un petit groupe qui s'appelle Génération Engagée et on va à la rencontre de ces jeunes vers l'université ou lors des apéros rencontres, essayer de comprendre. Et beaucoup me disent qu'ils ont l'impression que le vote ne permet pas d'exprimer aujourd'hui leurs attentes et leurs besoins. Ils ne se sentent plus représentés. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients de cette société qui se transforme, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie que cette société se transforme. Ils ont leurs propres convictions, leur envie d'une société plus juste et d'une société aussi qui engage la transition écologique. À chaque fois, on a plus d'une dizaine de candidats, donc ils n'ont que l'embarras du choix, on peut dire. Oui, mais eux, leur manière de s'investir, c'est surtout dans le milieu associatif, c'est défendre des causes. Et ce n'est pas le bulletin de vote qui leur permet, en tout cas c'est le symbole qu'ils y mettent, qui leur permettrait de transmettre leurs idées et leurs convictions. Donc je crois qu'on a un gros effort à faire sur tout ce volet-là, comment on montre aux jeunes qu'on peut être aussi leur porte-parole. En tout cas, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes là, que vous rencontrez concrètement? On leur dit un message, des mots. Des mots simples, c'est que oui, la vie est compliquée pour ces jeunes, l'avenir est anxiogène, à la fois sur un volet de porter une société qui soit plus juste, plus égalitaire. Ils comprennent tout ça? Oui, parce qu'une nouvelle fois, ils s'engagent souvent. Ils font partie d'associations, ils sont déjà investis dans tous les jeunes ne sont pas dans le milieu associatif. C'est peut-être les autres qu'il faut aller chercher. Une partie quand même des jeunes sont dans le milieu associatif. Je crois aussi que ceux qui ne vont pas voter, c'est ceux qui sont dans la plus grande précarité aussi. Et ce ne sont pas que les jeunes. Justement, quel discours vous leur faites à ceux-là, ceux des milieux populaires, je pense à Villeneuve, je pense à Mireuil, où vraiment là, il y a véritablement une déconnexion par rapport au monde politique, n'en parlons même pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment les rattacher? Comment surtout les ramener devant l'urne? C'est aussi la personne que l'on est qui permet de rappeler qu'on a envie de les représenter. Rappeler son parcours, même si parfois on a une certaine pudeur et c'est pas toujours facile de le dire, mais néanmoins je me rends compte que quand les gens se sentent écoutés, quand on leur ressemble aussi, quand on les rassemble, je crois que c'est un point aussi important, d'autant plus aujourd'hui. Je crois que c'est ces symboles-là qu'il faut savoir transmettre quand on fait de la politique. Donc il faut aller à leur rencontre, il faut écouter, mais il faut aussi agir derrière. C'est tout l'objet aussi des mandats locaux. Quand je suis adjointe au commerce, je ne suis pas adjointe au commerce que du centre-ville. Oui, on a une concentration de commerce en centre-ville, mais on a aussi des commerces à La Palisse, on a aussi des commerces à Mireuil, on a aussi des commerces à Villeneuve, et c'est ce qui constitue le tissu économique d'un quartier. Et au-delà du tissu économique, c'est le lien, il se fait là en fait, sur les marchés aussi. C'est important. Hier, j'étais au marché de Portneuf. J'y vais. J'attends pas les élections pour y être. Justement, les marchés dimanche au marché central de La Rochelle, vous étiez nombreux, les candidats. Samedi plutôt. C'était ça, samedi, oui. Donc à distribuer vos documents de campagne. Vous disiez maintenant, il faut changer la façon de faire de la politique, de faire sa campagne. Comment vous financez la vôtre?
Je la finance à la fois à titre personnel Oui. et puis par le don. Parce que vous ne pouvez pas avoir un don d'un parti comme chez les Républicains, par exemple, puisque vous n'êtes pas, Alors, faites pas partie d'un parti. Que les choses soient très claires, dès le début de ma campagne, le plan de financement, on va dire, qui était établi, il est celui qu'il est aujourd'hui. Il ne s'est jamais basé sur l'apport d'un parti. Il est à combien ce plan de financement? Aujourd'hui, une campagne, c'est à peu près 30 000 euros. 30 000 euros. Un plafond de campagne à 35 000 euros à peu près. Donc une part personnelle, hein, c'est ça? Oui, une part personnelle importante. Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a un plafond de campagne. On est loin du plafond de campagne, hein, de toute façon. Alors, il y a 35 000 euros qui est le plafond de campagne. Et puis après, il y a la partie qui peut aller au-delà avec les dons dont on peut bénéficier. Donc avec l'espoir de faire plus de 5%. Avec la conviction de faire plus de 5%. Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, dans quel groupe allez-vous siéger? Vous avez déjà réfléchi à ça? Oui, alors, ça me permet de rappeler et de refaire un point sur la question que vous avez posée tout à l'heure. NUPES, NUPS, on ne sait pas trop, c'est tout nouveau, donc on ne sait pas encore comment tout à fait le prononcer. Il faut être clair et il faut dire les choses aux électeurs. Le 20 juin, le lendemain des élections, il n'y a plus de NUPES. Chacun retourne dans son groupe parlementaire. Je crois qu'il faut faire preuve un peu de transparence. On se marie pas en 48 heures, quoi. Enfin, à un moment donné, quand pendant tant d'années, on n'a pas été d'accord, ça me paraît compliqué aujourd'hui de porter un programme. Alors oui, sur certains points, on peut avoir des convictions et des valeurs qui sont à gauche et qui nous amènent dans le même sens. Mais il y en a d'autres pour lesquels moi je suis pas prête de renier et d'aller de renier et puis d'aller au-delà d'un fil rouge qui me paraît important. Alors vous n'avez pas répondu à la question. Donc je siégerai, mais je vais le faire sans aucune inquiétude. Je l'ai déjà dit sur des temps publics. A priori, je siégerai dans un groupe de socialistes et apparentés. Voilà. Alors, un point important. Il y a 77, je crois, candidats socialistes dans cet accord NUPES. Il y en a autant aujourd'hui portés par la gauche, une gauche responsable et modérée, notamment sous l'impulsion de Carole Delga. Qui porte cette gauche. Présidente de la région Occitanie. Présidente de la région Occitanie et qui a justement, qui aime à rappeler, et je m'inscris totalement dans ses propos et pour en avoir échangé aussi avec elle, sur l'alliance à la fois d'un programme qui doit se baser sur du social, ne laisser personne sur le bord de la route, sur l'écologie, sur cette transition écologique qu'on doit opérer, et sur l'économie aujourd'hui. Moi c'est un... On va en parler, de l'économie. Et la commission qui vous attirerait le plus? Alors, il faut aussi, quand on fait partie d'un groupe parlementaire, c'est aussi, on travaille à plusieurs, on voit là où on peut aussi peser davantage. Deux commissions qui m'intéressent, à la fois celle où évidemment on va porter tous les sujets sociaux, mais je crois que celle qui me porte le plus, c'est celle en lien avec l'environnement. Voilà. Parce que La Rochelle est un territoire engagé. On a plusieurs sujets à évoquer. On va parler sans transition, on va passer sans transition au billet d'humour d'Antoine Colin, ici présent. Le billet d'humeur d'Antoine Colin. Voici venu le temps des rires et des chants. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous rendre un petit hommage à ces élections si particulières qui souvent, sans le vouloir, créent de nombreuses surprises et nous plongent dans des feuilletons politiques inédits. Chaque semaine, un nouvel épisode. Vous l'avez compris, je parle bien évidemment des élections législatives. Moment tant attendu par les Français, ou presque. Enfin bref, on a déjà eu quelques épisodes croustillants, le psychodrame qui s'est joué au Parti Socialiste concernant les négociations avec la France Insoumise. Celui-là, il a bien marché. Tout le monde était un peu sur le cul à la fin, tout le monde. Surtout les cadres et les militants du PS, qui sont pour la plupart toujours dans l'expectative entre désir d'union et méfiance vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Vous aurez juste pu mettre un petit bandeau, interdit au moins de 12 ans, parce que du côté des militants, déjà très traumatisés par le résultat de la présidentielle, où leur candidate Anne Hidalgo a recueilli 1,87% des voix, d'apprendre cette nouvelle union, ça leur fait un peu mal. En plus, histoire d'enfoncer un peu le clou, on a même des chanteurs ou encore des personnalités de la télé qui se présentent aux législatives, histoire de mélanger un peu tout ça. Enfin bref, on est un peu dans un gloubi-boulga législative, d'où la référence à la petite musique. Casimir, si tu nous entends,
Comme dans cette première circonscription de la Charente-Maritime, où je le rappelle, vous êtes candidate, Marine Nedelec. Pour le rappel, la recette du gloubi-boulga, ce plat préféré du gentil monstre orange, se compose d'un mélange étrange et indigeste d'aliments. À bien écouter et lire ce qui se dit depuis le départ de la course aux législatives, on n'en est pas loin, franchement. Dans un grand saladier, nous dit Casimir, vous voulez mélanger de la confiture de fraises, du chocolat râpé, de la banane écrasée, de la moutarde très forte et des saucisses tièdes mais crues. Vous pouvez ajouter, précise-t-il, quelques anchois ou un peu de crème chantilly. Enfin bref, sur le plan législatif, sur la première circonscription, mais pas seulement, il en va un peu de la même cuisine. Dans un grand saladier, vous mélangez Jean-Marc Soubest, conseiller municipal de l'opposition, soutenu par Gérard Dubois, conseiller municipal dans la majorité en carte PS, Martine Madeleine du nouveau parti Ensemble, Olivier Falorni, député sortant, soutenu par le maire de L'Houmeau, vice-président chargé du développement économique à la CDA de La Rochelle, et vous, Marine Nedelec, de Divers Gauche, soutenu par Fontaine, ancien socialiste, plus orienté vers le macronisme aujourd'hui, et Michael Vallée, sénateur socialiste. Vous ajoutez quelques S du Parti ouvrier avec Antoine Collin, un peu de RN avec Emma Chauveau, le tout saupoudré de Divers droite avec Nadine Tanguy, et ça y est, vous avez perdu tout le monde. Alors même si ce flou assure une digestion tranquille à nos électeurs, les 11 candidats présentés sur cette première circo n'ont pas fini de nous faire perdre nos repères. J'ai eu l'impression que ce gloubi-boulga tente de masquer une extrême complexité qui n'est pas forcément bien maîtrisée. Il n'y a plus trop de logique dans ces diverses alliances. Je dirais même que c'est branle-bas combat, tout sur le pont et feu à volonté contre Nouvelle Union Populaire. Depuis quelques jours, l'alliance de gauche est manifestement devenue l'ennemi à abattre pour ses adversaires, qui n'hésitent pas en effet à se mobiliser ou sortir des vieux soutiens du fond d'un tiroir. Alors ma question pour conclure ma chronique est simple, Madame Nedelec, comment allez-vous faire pour arriver à tous vous entendre à la mairie de La Rochelle après ces élections? Et est-ce que le port d'armes sera enfin autorisé à la mairie? Ouais, je crois qu'il faut aussi bien rappeler qu'un projet municipal, c'est un projet collectif à un niveau local. Les élections législatives, même si l'important c'est de porter son territoire aussi à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'y passe à l'Assemblée nationale? On vote des lois, on vote les lois de la société française. Voilà. Donc je pense que oui, il y a des nuances dans notre majorité municipale. Jean-Marc Soubest ne faisant pas partie de cette majorité municipale, c'est un souhait de sa part. Néanmoins, ça ne nous empêche pas d'avancer aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de mener des municipalités, ça ne nous empêche pas de mener nos projets Non mais c'est l'après Marine Nedelec qui nous intéresse. Bah, si pendant une élection on arrive à s'entendre, je crois vous n'avez pas trop de conseils que l'après, l'après, on en a ce lundi. L'après, vous n'êtes pas inquiète? Non, je suis pas inquiète. On a aussi un capitaine dans ce bateau à qui j'accorde encore faudra-t-il qu'il tranche toute ma confiance sur certains dossiers. Sur certains dossiers, mais ça c'est la vie municipale. Ou ça fera débat tout simplement. Mais c'est comme ça aussi quand on avance en démocratie, en politique et donc et pas dans de port une d'armes. majorité. Non. Pour revenir aussi un peu à la question où on connaît aussi un peu la politique, c'est un peu à couteau tiré souvent, c'est aussi des questions d'ego, de personnalité. Forcément, ça va peut-être causer quelques petits désagréments après ces élections entre vous tous. L'entente ne va pas forcément être cordiale à chaque instant. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression de faire de la politique avec mon ego, j'ai l'impression de faire la politique avec ce que... Pas forcément non, mais nous, oui, mais moi je peux parler de moi, les autres parlons pour eux-mêmes. Moi j'ai vraiment pas l'impression de faire de la politique avec mon ego, je crois que mon engagement, certes en tant qu'élu, est récent, mais mes convictions, elles sont pas d'hier, elles datent, on s'est connus pour d'autres convictions que j'ai portées dans le milieu associatif, dans le milieu économique, et voilà, moi j'avance avec la définition de ce qu'est la politique, qui est de vrai aussi pour le bien commun. Justement, le bien commun, on continue dans le volet local, et notamment dans les logements. C'est une énorme préoccupation des habitants de La Rochelle, en tous les cas de la première circonscription, et pas que, sur l'ensemble de la Charente-Maritime, il y a véritablement un problème. Et en France, notamment sur les logements sociaux. Alors c'est une catastrophe, non, sur la première circonscription, les logements sociaux. Est-ce que c'est en tous les cas ce qui revient de la population. On a quand même 9882 dossiers en attente. On a passé les 10 000. Les 10 000, alors voilà, mes chiffres ne sont pas à jour. Plus de 10 000, on a l'impression quand même que ça traîne, qu'il y a du mal quand même à... Alors je pense qu'il faut replacer, Dites-nous. on va replacer l'église au milieu du village, comme on dit.
y a la question du logement de façon globale. Pour le logement social, avant la crise sanitaire, 8000 demandes de logements sociaux. Aujourd'hui, un petit peu plus de 10 000 logements sociaux. C'est un sujet qu'on évoque souvent avec ma collègue Marie-Lise Fleuret-Pagnou, qui porte la question du logement et aussi via l'office de logement. Donc, aujourd'hui, il faut loger les gens. On a une population qui grandit. On a aussi, c'est important de le rappeler, l'évolution, la démographie qui a changé. Il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années, on avait des configurations avec des logements qui accueillaient des familles. On était 5 personnes au sein du foyer. C'est moins le cas aujourd'hui. On a plus de familles monoparentales. Donc on divise le besoin du logement en deux. La maman a besoin d'un logement, le papa a besoin d'un logement, autant pour ses enfants. Donc des configurations aussi en nombre de pièces qui ont évolué. Et ces problématiques de logement, elles sont pas d'aujourd'hui, elles datent de plusieurs années. Alors on a pu nous reprocher d'être bâtisseurs. Ben oui, mais on fait comment aujourd'hui pour loger les gens? Si on ne produit pas les 1900 logements aujourd'hui par an sur la communauté d'agglomération, où on loge les personnes qui sont en attente? Mais il y a un problème de foncier là-dessus, parce que construire c'est bien, mais il faut quand même occuper le fond. Sur ces 1900 logements, il y en a 500 dans le logement social. Il y en a 250, je crois, à peu près de mémoire, à quelques logements près, sur l'accession à la propriété abordable. Et le reste qui est dans le logement privé. Donc oui, il faut construire, mais il faut aussi avoir les moyens aujourd'hui de construire. Donc c'est un problème quoi, le législatif? Il faut renforcer la législation, obliger les maires et taper plus fort? Parce qu'il y a quand même déjà des textes qui obligent quand même les maires. On est quand même une circonscription où sur le logement social, on atteint dans la très grande majorité les objectifs qui sont fixés. À quel pourcentage vous êtes sur La Rochelle? On est un peu plus de 30%. Donc vous êtes au-delà 32 ou 33%. Au-delà de ce que la loi impose. Au-delà de ce que la loi effectivement impose. Alors il y a La Rochelle, il y a les villes de l'agglomération et en carence, il y a Nieul-sur-Mer qui est aujourd'hui carencé en termes de logements sociaux, mais qui a des programmes qui sont en cours et qui vont permettre de... Mais beaucoup d'autres communes qui le seront dans l'avenir quand elles vont dépasser les 3500 habitants. Je pense à Loumeau notamment, je pense à Marcilly, 2% de logements sociaux. Oui, mais on a un besoin de loger, on a besoin de loger en proximité. Je crois que si on veut aussi allier le social et l'écologie, c'est un des points qu'il va falloir aussi prendre en compte. Et il faut aller regarder là quels sont nos leviers d'action aujourd'hui sur le logement. Premier point, on le voit tous, on est sur une configuration relativement tendue sur cette circonscription. Circonscription de 20 communes. Sur les 20 communes, seulement 6 communes sont classées en zone tendue. Donc, zone tendue, c'est la préfecture, c'est le préfet qui classe une commune en zone tendue. Et en étant en zone tendue, on peut avoir certains points d'ajustement, quelques leviers sur lesquels on peut agir. Donc déjà, premier point, je pense qu'il faut se battre. Le député doit se battre pour augmenter cette zone, pour qu'on ne se limite pas à ces 6 communes, mais qu'on aille bien au-delà de ces 6 communes, puisque l'ensemble de la circonscription est aujourd'hui en difficulté sur le logement. Si on passe l'ensemble de ces communes en zone tendue, on va pouvoir travailler sur l'encadrement des loyers. Sur les 6 communes déjà engagées en zone, classées en zone tendue. Vous êtes favorable à cet encadrement des loyers? Oui, je suis favorable à cet encadrement des loyers. Il a déjà été demandé par le maire de La Rochelle il y a quelques mois. Les propriétaires vont peut-être pas être forcément d'accord. Oui, mais je vais revenir parce que c'est le deuxième point sur lequel, et notamment en termes de fiscalité. Sur l'encadrement des loyers, effectivement, on a besoin aujourd'hui de permettre à chacun de se loger dignement. Je crois que le mot dignement est important aujourd'hui. Se loger, se nourrir, se chauffer, se déplacer, c'est devenu compliqué pour un certain nombre de nos concitoyens. Donc ça, c'est un premier point, l'encadrement des loyers, généraliser effectivement la zone tendue. Mais pour avoir l'encadrement des loyers, il faut encore que l'État nous l'accorde. Ce qui n'a pas été le cas. Ils ont justifié le fait qu'on ne pouvait pas aller sur l'encadrement des loyers parce qu'ils n'avaient pas assez de différence entre les loyers des logements sociaux et les tarifs appliqués dans les logements privés. Donc ça, c'est un premier point. Il va falloir à un moment donné qu'on puisse aller sur cet encadrement des loyers. On a besoin que la députée
porte ce sujet aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais auprès des ministères, parce que le rôle du député, il est aussi là. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être aussi faire de la pédagogie au niveau des propriétaires. Faire de la pédagogie auprès des propriétaires, puis on Est-ce a... que ça marche à faire de la pédagogie auprès des propriétaires quand on sait que... Il y a la risque d'être liberté. difficile de passer, hein. La difficulté, c'est qu'on est dans un état aussi de droit, et puis on est dans un état de liberté, avec la liberté aujourd'hui, notamment de propriété, qui nous amène au deuxième point que je voulais évoquer, les locations de courte durée. Alors, je ne sais pas si on peut nommer... Airbnb, Voilà, par je exemple. savais pas si on C'était pouvait prévu, nommer... mais si vous pouvez. Si on pouvait nommer exactement Ou un des Booking ou acteurs autre, hein, majeurs aujourd'hui, c'est 86% sur la ville de La Rochelle. 86% des locations de courte durée qui se font via cet opérateur numérique. Voilà. Il y a une loi déjà qui encadre un petit peu tout ça. Hein. Alors- Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut taper plus fort? Oui, il faut Oui, aller parce que bien pour le plus rappeler, loin. et Airbnb est en bisbille un peu avec la CDC de l'île d'Oléron. Par Oui. Ils exemple. doivent 500 000 euros à la CDC de l'île d'Oléron. Est-ce que justement il faut un peu plus réglementer tout ça? Alors, je pense surtout qu'il faut donner plus de poids aux collectivités locales pour mieux maîtriser ces phénomènes-là. Sur les locations de courte durée, il y a des choses que l'on a pu mettre en place déjà, ce qui ont été mis en place depuis 2019, parce que nous étions en zone tendue. Donc, une nouvelle fois, c'est limité aux communes qui sont déjà en zone tendue. Sur ces 6 communes qui sont en zone tendue, 10 dans l'agglomération, mais 6 sur la circonscription, puisque vous savez que notre circonscription Vous nous est- rappelez ces 6 communes? Alors, vous avez La Rochelle, vous avez L'Houmeau, Dompierre, Périgny, Lagore, Nieul. Je ne sais pas si... Donc vraiment j'ai le nommé, les six. cœur. le cœur, ce qui touche Oui, à La Rochelle, oui, la première couronne. La Rochelle est sa première couronne, avec une concentration, puisque j'ai porté une délibération au conseil municipal à La Rochelle qui vise à, pour mieux maîtriser, c'est mieux connaître aussi le phénomène. Donc avec, puisque je suis aussi élue sur le numérique, un outil, une convention qui a été passée à la fois par l'État, avec l'État, la ville de La Rochelle et les plateformes numériques telles qu'Airbnb, pour que l'on puisse avoir les données réelles, et notamment sur les taxes, voilà, Taxe de séjour. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'obligation de nous fournir les fichiers. Mais à moins d'engager une armée pour pouvoir décrypter ces fichiers, ils ne nous servaient pas à grand-chose. Voilà. Donc là, cette convention va nous permettre d'avoir des fichiers exploitables, pour lesquels on va pouvoir aussi porter des mesures. Est-ce qu'on va aller vers des mesures coercitives? Peut-être, puisqu'il y a déjà un cadre qui a été mis en place à la communauté d'agglomération, parce que pour faire simple, pour que les gens s'y retrouvent, c'est une compétence de l'agglomération, mais avec un phénomène qui est quand même relativement porté sur La Rochelle, le centre-ville et les minimes, hein, qui sont les deux quartiers qui sont les plus en difficulté liés au phénomène Airbnb. Donc il y a déjà des mesures qui ont été faites. Le numéro d'enregistrement, en zone tendue, vous ne pouvez plus aujourd'hui inscrire votre logement sans ce numéro d'enregistrement qui est délivré. Et puis le fait que l'on bloque aujourd'hui à 3 logements par foyer fiscal et 120 jours de nuitée. Donc, Néanmoins, ça serait aussi la solution pour permettre aux étudiants de se loger, parce qu'il y a aussi ce Oui, non. volet-là. oui, non, On parce va que là, avancer le vite parce cadre... qu'on Oui, a- oui. Oui, non, parce que le cadre législatif qui est à la disposition des collectivités nous permet notamment d'encadrer le dispositif auprès des personnes physiques. Sauf que le problème, il se situe aussi au niveau des personnes morales. Vous avez aujourd'hui des sociétés, des SCI principalement, mais pas que, qui vont acheter des immeubles entiers, les redécouper en logements saisonniers. Aujourd'hui, on a peu, voire pas, de moyens, enfin la collectivité, a peu ou pas de moyens d'agir sur ces volets-là. Donc là, il va falloir agir, et ça, c'est un cadre législatif qui doit être porté à l'Assemblée nationale, en plus de la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, pour un propriétaire, ça revient à votre question tout à l'heure, un propriétaire aujourd'hui, il a un abonnement moyen de 71% s'il fait de la location de courte durée, avec un revenu, on va le dire, qui est beaucoup plus intéressant que s'il fait de la location à l'année. S'il fait de la location à l'année, il plafonne sur un abattement à 31-32%. Voilà, ben ça, tout simplement, il faut l'inverser. À un moment donné, il faut rendre incitatif le logement, la location à l'année, tout simplement. Alors, on a une ville qui vit de son activité touristique, c'est important, c'est aussi nos emplois, c'est direct et indirect qui sont concernés. Mais on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de voir des étudiants dans leur voiture commencer l'année scolaire.
Et Marine Edelec, il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi un problème récurrent sur votre circonscription, ce sont le logement des saisonniers, justement. Logement des saisonniers, alors là, c'est un travail qui est fait avec se dire comment les logements étudiants qui ne sont pas occupés l'été peuvent servir aux logements saisonniers. Avec la problématique que l'on a, c'est que la saison, elle ne dure plus 2 mois. La saison, elle commence à Pâques et elle se finit en octobre. Moi, j'ai des commerçants, puisque c'est ma délégation à la ville, qui me disent, Marie, à la Toussaint, on a fait plus de chiffre d'affaires qu'au 14 juillet. Donc on fait comment pour ces saisonniers ? Comment on fait pour ces saisonniers ? On se donne les moyens de garder des logements, de passer des conventions avec certains partenaires. Donc là aussi on légifère ? Mais là aussi, on légifère. De toute D'accord. façon, le logement doit être la priorité numéro 1. C'est la première. En tout cas, ce sera une des premières. Un des premiers dossiers, Un des premiers dossiers que je l'hémicycle. porterai à l'hémicycle. Ouais. Continuons dans le domaine de l'économie, parce que là on a un petit peu dérivé Oui. sur et sur le pouvoir d'achat, ce qui est la deuxième préoccupation, voire peut-être même la première préoccupation de l'ensemble des Français et surtout des gens qui habitent la Charente-Maritime. On a une inflation attendue en juin à 5,4%, c'est énorme. Énorme. Alors, énorme pour certains, en tous les cas certains ménages, qui, notamment sur l'énergie et l'alimentaire, les propositions Et le logement. Et les propositions du gouvernement, là, sont-elles satisfaisantes à vos yeux ? On attend les nouvelles propositions puisqu'on nous fait Alors, miroiter que nouvelles. J'en ai quelques-unes. Bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, ça a déjà été annoncé. Oui. La ristourne carburant, le chèque alimentation, on en parle, il n'est pas encore en vigueur celui-là, ça devrait arriver. La réindexation des retraites et des prestations sociales sur l'inflation, dès que le texte sera voté. La hausse du point d'indice des fonctionnaires, une nouvelle baisse de cotisation pour les indépendants, la pérennisation et le triplement de la prime Macron qui va changer de nom parce que peut-être que ça fait moins. Ça reste une prime. Hein. Voilà. Tout ça, non, c'est pas suffisant. Il faut faire autre chose. Prenons le sujet de la prime. Hein. Moi, j'étais chef d'entreprise. Moi, j'ai des salariés qui m'ont toujours dit une prime ou un sneaker, ça paye pas mon loyer à la fin du mois ou ça me permet pas d'aller voir mon banquier pour obtenir un prêt. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est qu'on essaie de régler ce problème d'inflation, on essaie de régler ce problème d'augmentation du coût de la vie, le fait de vivre dignement par des primes. Et moi, ça je le comprends pas, en fait. Parce que cette prime, elle va pouvoir porter à ceux qui sont le plus en difficulté, mais aussi à ceux qui le sont un petit peu moins. Donc aujourd'hui, les efforts doivent être concentrés sur les bas salaires, notamment. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté, 1100 €, en tout bas, j'arrondis, hein. 1100 € à quelques euros près. Le SMIC, 1300 € avec la dernière revalorisation. Donc 200 € de différence. Vous seriez prêt à suivre la NUP à 1500 € net par mois ? Oui, mais une nouvelle fois, on parle du SMIC. Ça veut dire qu'on place le SMIC comme un salaire de référence. Mais c'est ça qui ne va pas aujourd'hui dans la société, comment on constitue en fait ce moyen de gagner sa vie qui doit être basé sur un SMIC et sur un salaire de référence. Donc on a certains qui vont se dire, bon bah c'est bien, moi je mets un tout petit peu plus que le SMIC dès le départ, j'ai bonne conscience, et puis voilà, on va rire un petit peu avec l'inflation. Et non, ce qui ne va pas, c'est le salaire effectivement de départ, mais c'est valable pour tous les salaires, j'allais dire aujourd'hui. Avec moins de 2000 €, alors en net, on est à 1800 €, on ne vit pas. Alors il faut le revaloriser à combien, tout ça, ce salaire décent, on va dire ? Aujourd'hui, le salaire minimum décent pour pouvoir vivre, on est à 1300 aujourd'hui € du SMIC, donc c'est le salaire minimum du minimum. Oui, mais vous ne vouliez sans pas les parler du 200 SMIC €. tout à l'heure. Oui, il faut partir sur un point de départ, cette augmentation de 200 € nécessaire sur l'ensemble des bas salaires, pas uniquement sur le SMIC. Un bas Parce que salaire, ça s'arrête à combien chez vous ? 1800 € net D'accord. aujourd'hui. Alors je rappelle aussi une nouvelle fois, c'est un point qui m'est cher, c'est sur les familles monoparentales. Avec ces familles monoparentales qui sont aussi en grande difficulté parce que auparavant on parlait d'un foyer et puis c'était 2 salaires qui se cumulaient, qui permettaient aussi de mieux vivre. Mais aujourd'hui on divise, pour beaucoup, cette enveloppe qui était initiale, elle est divisée par 2. Pour se loger, pour se déplacer, pour se nourrir, pour se chauffer. Parce que quand vous avez un logement, mais il faut bien aussi le chauffer. On voit, c'est au-delà de l'inflation, c'est un contexte aussi international qui nous porte à avoir un prix du carburant, un prix du chauffage qui est devenu inabordable pour certains. Certains font des choix aujourd'hui
Moi, pendant la crise, parce que je portais le sujet du numérique et notamment de l'exclusion numérique pour certains, une maman qui me dit aujourd'hui, j'ai dû choisir entre équiper mon enfant d'une connexion à Internet, payer cette connexion et nourrir mon enfant. On en est là aujourd'hui. Et donc les collectivités locales essaient de compenser comme elles peuvent cette difficulté, mais aujourd'hui il faut des mesures fortes, il faut des mesures ciblées, là aussi sur quand le gouvernement, le précédent gouvernement, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, prenait le point sur les indemnités kilométriques. Mais combien sont ceux qui ne payent pas ces indemnités kilométriques, ne vont pas pouvoir faire de réduction fiscale, parce que pour ça, il faut payer de l'impôt. Donc, il ne faut pas faire de mesures généralistes, Non. il faut cibler, c'est ça ? Il faut cibler les plus démunis, qui aujourd'hui, il y a trop de personnes sur le bord de la route, qui sont dans une espèce, une pauvreté aujourd'hui, qui est institutionnelle, voilà. Faut poser les mots. Une pauvreté institutionnelle que l'on crée parce qu'on ne se donne pas les moyens, parce qu'on ne donne pas les moyens aux petites entreprises. J'y reviendrai peut-être après, je crois que c'est un sujet qu'on va aborder, mais d'augmenter aussi ses salaires, parce qu'on oppose systématiquement aussi la fin du mois, fin du monde. Ouais, bah oui. On va parler plus grosses entreprises sur votre circonscription, Marine Nedelec. On a échangé samedi dernier au sujet de l'aéroport et du grand port maritime. Vous ne partagez absolument pas la vision de Jean-Marc Soubest. Il ne parle pas concrètement de fermeture de l'aéroport, mais un accompagnement vers une fermeture. Vous, comment vous vous positionnez sur ces deux pôles structurants, même si l'aéroport est déficitaire, je le rappelle? Alors, le grand port, on va peut-être scinder, parce que ce sont deux sujets différents. Le grand port maritime, de mémoire, c'est 16 000 emplois qui, directs et indirects qui portent de ce grand port. Alors, il y a les questions environnementales. J'ai porté un sujet, notamment sur les paquebots de croisière, par exemple, puisque je suis aussi vice-présidente de La Rochelle Tourisme et Événements. Donc, cette année, c'est 35 paquebots de croisière qui vont être accueillis au grand port, puisque on n'a pas la capacité de les accueillir, heureusement, dans le vieux port, mais qu'ils arrivent aujourd'hui au niveau du grand port. On a la croisière un tournant, en fait, sur ces sujets des croisières de tourisme. Faut faire Franchement, il en faut plus, il en faut moins? Ah ben non, il n'en faut pas plus. Ça, c'est, D'accord. ma position, là, c'est elle la est limite claire. écologique, là. Ben, en fait, qu'est-ce qu'on veut comme tourisme? Est-ce qu'on veut ces paquebots de 5000 passagers qui débarquent au grand port? Les commerçants ne cracheraient pas dessus. Ah bah alors, on va attendre la fin de... Je veux me permettre On fera le bilan. la fin de l'étude, parce que qu'est-ce qui se passe? Donc ces paquebots arrivent le matin. La plupart des personnes qui descendent, elles vont descendre vers midi. Pourquoi? Parce que c'est des paquebots où tout est inclus. Les personnes vont manger avant sur les paquebots et ensuite vont descendre et aller visiter notre ville. Donc il y a ceux qui vont descendre pour visiter notre ville, mais qui consomment... Alors on attendra les résultats de l'étude, mais certains commerçants me disent, notamment dans la restauration, ils ne consomment pas sur notre territoire. Et puis il y a ceux qui descendent et qui prennent un bus pour aller faire l'aller-retour à Bordeaux ou dans le Cognac dans la journée. Mais qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire? Alors déjà, il y a un cadre législatif qui nous amène à nous interroger, puisque ces paquebots, quand ils arrivent aujourd'hui, ils restent moteur allumé. À l'avenir, donc c'est 2024 ou 2025, j'ai un doute, la réglementation va leur imposer de se brancher à quai, de façon à ne plus garder les moteurs allumés. Mais aujourd'hui, cette partie technique, cette installation qu'il va falloir faire, c'est un investissement qui va devoir être porté par le grand port. Donc aussi par les collectivités, comme pour l'aéroport. Indirectement. Donc qu'est-ce que l'on veut? Moi, je veux qu'on mesure quel est l'impact économique pour notre territoire, quel est l'impact environnemental pour notre territoire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on fait le choix d'avoir des paquebots de 5000 passagers qui débarquent, ou est-ce qu'on fait le choix de se dire non, des paquebots plus petits, moins de 2000 passagers, sont plus raisonnables aujourd'hui pour notre territoire, pour ce qu'il est en capacité aussi de donner. Donc vous n'êtes pas si loin que ça que de Jean-Marc Soubest, alors, en fait. Oui, mais le grand port ne se limite pas non plus à simplement des paquebots de croisière. Très rapidement, Marine Nedelec, l'aéroport. L'aéroport... Faut-il le fermer, cet aéroport? Je pense qu'il faut déjà dissocier. Il y a deux types de lignes. Il y a les lignes qui nous permettent de relier, par exemple, Lyon,
qui sont des lignes importantes pour les acteurs Mais économiques. complètement déficitaire. Mais complètement déficitaires. Et Des puis, avions vides. vide pour Presque. les avoir pris, pas forcément vide. Il y a 15 jours, il y avait 7 passagers. Oui. C'est pas vide, mais Non, il y a, mais bon. il y a pas, certainement pas suffisamment. Allez, 9 avec l'équipage. de passagers. Écologiquement parlant, on y est pas Et en puis, tout cas. il y a des avions de tourisme avec des compagnies low cost qui, à la fois, vont vendre des billets à des prix dérisoires. Quand vous faites l'aller-retour pour aller à Londres à 30 €, il va falloir mettre dans la balance, effectivement, l'impact écologique, l'empreinte carbone de ce type de voyage. C'est tout l'enjeu des transitions écologiques. Comment on amène nos citoyens, nos concitoyens, à engager ces transitions écologiques, à faire des choix dans leur vie du quotidien aujourd'hui, dans leur mode de déplacement pour leurs vacances, par exemple. Et donc, oui, la question de l'aéroport doit être posée. Le mode de financement de cet aéroport doit être posé. Mais quels sont aussi les moyens, si on met moins de moyens à l'aéroport? Est-ce qu'il ne faut pas les mettre davantage dans le ferroviaire, qui doit aussi être un mode de déplacement qui doit être davantage encouragé? Donc là Alors, aussi, c'est vous un n'êtes pas sujet- loin de Jean-Marc Soubest. Mais il y a des sujets Bien sûr. pour lesquels Vous convergez. on se rejoint. Je rappelle aussi que Jean-Marc Soubest a fait partie de la majorité municipale jusqu'il y a peu. Donc C'est vrai. c'est qu'il a porté aussi Qu'est-ce que les écologistes lui-même des fassent leur sujets choix. dans cette majorité. Justement, je crois qu'on va parler écologie. Ben, on va parler écologie et environnement. On va justement faire une transition justement là-dessus. Vous défendez la neutralité carbone sur la CDA de La Rochelle. En Franchement, 2040. Ouais, franchement, vous y croyez vraiment, j'y justement, crois. avec ce qu'on vient de dire, le port de commerce, l'aéroport, des bus qui tournent pratiquement à vide toute la journée et qui tournent au diesel. Pas très écologique tout ça. Un manque de bornes de recharge rapide sur la CDA qui est flagrant et qui dure. Paris s'est pas construit en un jour. Donc l'atteinte de la neutralité carbone en 2040 ne C'est- se fera pas non plus en C'est un demain jour. 2040. C'est demain. Oui, mais c'est aussi 10 ans avant la date qui est fixée par les accords de Paris. Mm. Donc c'est un projet qui est ambitieux. On a parlé tout à l'heure, vous faisiez la référence à Michel Crépeau. La Rochelle, les premiers vélos en libre service en 1976 à La Rochelle. Donc ça marque aussi, même date d'ailleurs, où la gauche reprend Alors, cette circonscription. Justement, il y a quand même quelque chose qui interpelle. On a un flux de véhicules qui viennent des autres CDC, notamment la CDC Nice-Atlantique, dans laquelle on se trouve. C'est 6000 véhicules par jour qui entrent dans La Rochelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'on a une grosse problématique avec le ferroviaire, qui est une halte à Maran pour emmener justement les gens à La Rochelle. Ces 6000 véhicules, on en fait quoi? Il faut quand même pouvoir aider aussi les CDC et autres CDA qui tournent autour de la première circonscription à faire en sorte que les gens puissent se déplacer en étant... Mais il y a des choix de vie aussi qui ont été faits. Et des gens qui ont été obligés de venir vivre dans ces communautés de communes. Certains l'ont fait parce que c'était le choix de vie qu'ils faisaient, et d'autres, ce sont des choix contraints. Contraints, pourquoi? Parce que se loger... C'est moins cher. Eh bien oui, c'est oui. moins cher. Et donc, on revient au sujet qu'on a abordé tout à l'heure. C'est qu'il va bien falloir avoir des logements pour aussi réduire cette empreinte carbone qui est due au déplacement. Il va falloir mettre les moyens nécessaires aussi dans les lignes ferroviaires de courte durée. La Jarry, La Rochelle, c'est moins de 10 minutes aujourd'hui pour faire le trajet tous les jours si on prend le train, avec une gare qui est relativement bien desservie. Mais c'est pas suffisant. D'ailleurs, des trains qui sont relativement bondés, pour le coup. Mais c'est pas suffisant. Il en faut sur l'axe Maran-La Rochelle. Il faut qu'on ait un maillage ferroviaire beaucoup plus important. Pour ça, il faut les moyens, et c'est notamment avec la région qu'on travaille. Donc, notre entente avec la région est importante et elle est forte. C'est porté notamment par notre collègue Gérard Blanchard, qui est à la fois en charge du territoire zéro carbone et aussi vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, oui, 2040, c'est demain. Oui, il va falloir aller plus loin, aller plus vite. Et oui, il va falloir un député ou une députée qui va aussi porter ce projet-là à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet de territoire qui est ambitieux, certes, mais pour lequel on se donne aussi les moyens. Mais il faut aussi ce laboratoire d'idées qui est La Rochelle. Il va falloir le porter au niveau national. C'est la même chose pour l'emploi, c'est la même chose pour le logement. D'ailleurs, on peut regretter quand même que dans ce nouveau gouvernement, il n'y ait pas de ministre du logement. On ne l'a pas dit, mais c'est important. Ça va peut-être venir.
J'espère que ça va venir, parce que sinon, c'est ne pas prendre en compte que ça pèse Un de vos que le collègues, logement... un de vos collègues, Rémi Justinien du PS. Ah, j'ai vu ça, Ah, ouais, vous avez vu effectivement, ça, dans vous le... aussi, hein. On J'ai vu continue, ça Marine, chez vos collègues. sur l'écologie. Et bon, là, je pense que vous allez sortir les griffes quand même, parce que si. Une partie de la population de La Rochelle critique beaucoup le bétonnage Oui. du Vieux-Port, Du Vieux-Port. le parvis de la gare. Est-ce qu'il ne faut pas revégétaliser tout ça? Alors, déjà, La Rochelle est quand même une ville qui est végétalisée. On a des parcs importants au sein de notre ville. Et puis après, il y a l'histoire et la façon dont notre ville est construite. Quand on refait le Vieux-Port, je suis désolée, mais il y a un Vieux-Port en dessous. Il y a de l'eau parfois. C'est tendance, les arbres, pourtant. On a une ville aussi historiquement riche. Et c'est pour ça aussi qu'on veut retravailler d'ailleurs justement le côté pédagogique au niveau des travaux et notamment au niveau des fouilles archéologiques. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le Vieux-Port? C'est qu'on a un certain nombre de souterrains, c'est la même chose auprès du marché central, c'est la même chose, enfin voilà, on a une ville historiquement riche. Et le parvis de la gare. Et aujourd'hui, le parvis de la gare, il faut aussi, les arbres sont prévus, mais les arbres, il faut le rappeler, on les plante pas en plein été, voilà. Donc il y a un certain nombre d'arbres qui vont... mettre du temps à grandir. Mais oui, mais ça c'est la nature. 2040 je peux pas arroser les arbres et faire peut-être en acheter sorte des arbres qu'ils plus poussent grands. plus vite. Mais Pourquoi en tout ne cas, pas avoir acheté des arbres plus grands, plus Ouais. vieux? Alors, certes, c'est plus cher, on est bien oui, et puis d'accord. il y a des questions aussi, alors je suis pas Mais la ça grande permet. spécialiste, mais il Non, y a une nous non question aussi de racines et justement de capacité de nos sols à pouvoir accueillir tout type d'arbres. Ce n'est pas forcément le Donc cas. pour vous, La Rochelle, bétonnage, c'est pas vrai? Il y a ce qu'est notre ville. Je pense qu'aujourd'hui, les travaux qui ont été faits sur le Vieux-Port, notre Vieux-Port est embelli. Notre Vieux-Port est devenu aussi c'est un outil de travail pour certains commerçants. Je suis bien placée pour le connaître pour les terrasses. Et au-delà de ça, vous avez une belle image juste à côté de vous. Je crois que le cours des Dames est quand même boisé. Il est historiquement. Et le jour où on refera le cours des Dames, il est hors de question, évidemment, qu'on touche aux arbres des cours des Dames. On va enchaîner tout de suite avec la santé. C'est aussi une grosse préoccupation. On va aller très très vite parce que il nous reste peu de temps. Je suis bavarde. Yannick. Oui, je rappelle tout d'abord que votre suppléant, c'est Antoine Gros, Oui. donc le maire de Lagore, et qui est un médecin urgentiste à la retraite. Anesthésiste à la retraite. Est-ce qu'il ne faut pas tirer une sonnette d'alarme maintenant pour l'hôpital à La Rochelle et particulièrement les urgences? Alors, je crois qu'il faut sonner la sonnette d'alarme sur l'hôpital public En général. de façon globale. À La Rochelle plus particulièrement, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard parce que pour moi... Si vous condensez vos propos, parce que là, on va vraiment être on va pris par le condenser. temps. Donc, pourquoi La Rochelle est en difficulté, au même titre que Bordeaux aujourd'hui est en difficulté et doit fermer une partie du temps ses urgences, Le c'est week-end. parce qu'on a des déserts médicaux derrière. On a en fait laissé mourir aujourd'hui la santé de façon globale, l'univers de la santé de façon globale, l'hôpital public de façon encore plus importante. On a tous tapé à nos casseroles et applaudi il y a 2 ans. On a eu un Ségur qui a permis juste de compenser le niveau l'augmentation du niveau du coût de la vie pour ces soignants. Mais nos soignants, ils sont à bout de souffle. Parce qu'il manque structurellement en fait de moyens, parce qu'il manque de reconnaissance. C'est important, les gens ne se rendent pas compte, mais une infirmière aujourd'hui qui travaille de nuit à l'hôpital de La Rochelle, elle va toucher par heure 1,09 € supplémentaire pour faire une nuit. Tant qu'on ne rémunérera pas la contrainte, on ne revalorisera pas l'hôpital public et on ne se donnera pas les moyens. Un second dossier que vous porterez dans l'hémicycle? Un second dossier que je porterai dans l'hémicycle. Une injustice, en fait, aujourd'hui, qui est vécue, c'est vraiment vécu comme une injustice de la part des soignants et des agents hospitaliers. J'insiste. Olivier Falorni souhaite plus de médecins dans la gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous, c'est de bien. ça? Mais Ouais, pour c'est ça une bonne aussi, idée. il fallait aussi être présent là, au moment du vote pour le On Ségur. va en parler justement. Parce que se dire au moment des élections, je suis pour, je suis contre, c'est une chose. Défendre, être attentif aux attentes aujourd'hui des soignants, c'est essentiel. Moi, j'en ai vu, j'en ai reçu pendant cette campagne. J'en connais dans mon entourage. J'en ai reçu en pleurs.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle et ils sont en train de se remettre en question sur les choix des métiers qu'ils ont faits. Non pas par manque de passion, parce que je peux vous assurer que quand ils en parlent avec passion. Mais aujourd'hui, parce qu'on les reconnaît pas, on leur donne pas les moyens d'exercer leur travail dignement. Et on crée, notamment sur le grand âge, on crée une certaine maltraitance aussi institutionnelle. Olivier Falorni, pas assez présent dans l'hémicycle, alors selon vous, même si les chiffres disent l'inverse. Ah, mais quel chiffre vous avez ? 146 semaines sur 196 de prise de parole et de présence dans l'hémicycle et en commission. Ça, c'est les chiffres de l'Assemblée nationale. Hein. Ce sont les chiffres Et de l'Assemblée 177 nationale, mais je ne sais pas si interventions vous avez sur 49 regardé bien les courbes. Sur le site Nos députés ou sur le site Entend, il est aussi classé 529e député sur 577. Beaucoup moins qu'il l'était lors du précédent mandat. Oui, c'est il ça avait, sur ses affiches, il marquait 5e député sur 577. Moi, je ne fais que constater. Juste pour clore le volet santé, vous avez parlé de désertification médicale. Est-ce que maintenant, il faut l'imposer, il faut imposer l'installation et arrêter l'incitation et dire maintenant, vous vous installez là ou vous vous installez pas? On voit que l'incitation ne suffit plus aujourd'hui. Elle ne suffit plus, donc il va falloir, aller vers le fait qu'on va imposer davantage aux médecins d'être dans des endroits où on a des déserts médicaux. Avec quels arguments? Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'ils ne sont pas assez reconnus, on va dire. Alors, il y a une différence. Si on leur impose quelque chose. Oui, mais les soignants, c'est le corps médical, il est constitué de médecins, il est constitué d'infirmières, il est constitué d'aides-soignants. Voilà, c'est la revalorisation du salaire est importante, notamment auprès des aides-soignants, auprès des infirmières et auprès des agents hospitaliers. Je le rappelle aussi, parce que sans eux, l'hôpital ne tourne pas. Au-delà des médecins, peut-être qu'il faudra rémunérer aussi cette contrainte, une nouvelle fois. Si on impose de s'installer sur des déserts médicaux, il faudra certainement rémunérer cette contrainte. Alors, avant de passer au dernier volet, c'est la condition de la femme dans le monde politique. On va tout de suite enchaîner avec le pour ou contre. Alors, Marine et Délé, je vous rappelle le principe du pour ou contre. On vous pose une question et vous ne pouvez bien évidemment répondre que par pour ou contre. Ça s'enchaîne très vite, donc... J'ai pas le droit de faire de commentaires. Voilà, on évite. Surtout qu'en plus, on est très en retard sur le timing de l'émission. Yannick. Marine et Délec, pour ou contre la légalisation du cannabis? Pour. Pour ou contre la gratuité du pont de l'Île de Ré? Contre. Pour ou contre le retour du meeting aérien à l'aéroport de La Rochelle? Contre. Pour ou contre le retour de la réserve parlementaire? Contre. Pour ou contre la hausse des tarifs de l'eau pour limiter le gaspillage? Contre. Pour ou contre le retour de l'ISF? Pour. Pour ou contre la vignette critère en 2025 sur la première circo? Pour. Pour ou contre le maintien de la Vierge dans l'espace public sur la commune de La Flotte-en-Ré? Pour. Pour ou contre le burkini dans les piscines de la première circo? Contre. Pour ou contre les bus gratuits pour tous? Pour et contre. Joker. Pour ou contre la construction de la nouvelle mosquée à Villeneuve? Pour. Pour ou contre l'utilisation du 49.3? Pour. Pour ou contre l'abandon total du nucléaire? Contre. Pour ou contre l'obligation de présence des députés dans l'hémicycle? L'obligation de présence des députés dans l'hémicycle. Pour. Pour ou contre les éoliennes offshore au large de l'île de Ré? Contre. On enchaîne avec la place de la femme en politique. Hein. On a une affaire en ce moment qui défraie la chronique et notamment les chaînes d'infos en continu. C'est l'affaire Abad. Chaîne d'opinion, on pourrait dire, parfois. D'accord, oui. si vous le souhaitez. Quel regard vous portez-vous sur la place des femmes en politique, notamment au sein de la municipalité après 2 ans de mandat? Je pense quand même qu'il faut saluer le fait que les choses évoluent. Je rappelle que je fais un petit point sur le département. Nous sommes des binômes hommes-femmes aujourd'hui à être élus au département. Donc on a la parité au sein de l'Assemblée départementale. J'ai des collègues qui n'ont pas connu ça avant, où effectivement la voix des femmes n'était pas toujours représentée dans toutes les assemblées. Aujourd'hui, on est aussi paritaire au sein du conseil municipal. Moi, ça me pose pas de problème aujourd'hui d'être femme au sein du conseil municipal.
Et c'est l'attitude- peut-être plus difficile d'être une femme dans le monde politique de façon globale. Et l'attitude des hommes vis-à-vis des femmes dans le monde politique, justement, que vous côtoyez maintenant depuis 2020. C'est pas vis-à-vis des femmes, c'est comment on aide les femmes à prendre leur place aujourd'hui dans la À s'imposer. société. À s'imposer, oui, à se sentir légitime, mais c'est pareil dans le monde économique. C'est un sujet que j'ai porté pendant longtemps, en fait. Aujourd'hui, être femme chef d'entreprise, par exemple, c'est faire soit on se dit, je crée mon propre emploi, c'est comme ça que je m'épanouis, soit j'ai envie un peu d'aller plus loin, de créer de l'emploi, d'être reconnue aussi pour le métier que je fais, et non pas parce que je le fais parce que je suis une femme. C'est ça, en fait, toute la nuance. Donc aujourd'hui, c'est comment on aide les femmes à s'émanciper, comment on aide les femmes à avoir ce sentiment de légitimité à y aller, et comment on crée aussi on donne les moyens aux femmes de s'investir. Je crois que le sujet sur les femmes en politique, il est là. Et notamment quand on est femme et quand on est jeune et quand on est maman, je peux vous dire que c'est ça aujourd'hui qui pose problème. Donc je crois qu'il faudra aujourd'hui avoir un courage politique de porter une réforme sur le statut de l'élu. Tant qu'on ne portera pas une réforme sur le statut de l'élu qui donne les moyens aux jeunes de se dire, oui, je vais faire une pause dans ma carrière professionnelle pour m'engager en politique et porter ce mandat politique. Faire le choix que j'ai fait, quitter le monde de l'entreprise où je m'épanouissais et où j'ai créé des entreprises pour faire mon engagement politique. Maman solo, le faire, je peux vous dire qu'on le fait avec ses tripes, comme on dit, avec ses convictions, parce qu'on a envie que les lignes bougent. Mais c'est pas par intérêt ni économique, ni en facilité du quotidien. Donc il faut aujourd'hui légiférer sur le statut de l'élu pour permettre à des jeunes et à des femmes de s'engager. Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Evelyne Ferrand, il y a quelque temps, dans la presse, qui s'était fait insulter lors de son conseil municipal et s'était fait traiter de connasse? L'affaire va arriver en justice, certainement, il y a une plainte qui a été déposée, et elle réagit dans la presse en disant « C'est normal, je suis une femme, je suis blonde et je suis de droite ». Alors, de droite est-ce ou que ça de sert les gauche, femmes ça sert Ce sont pas. ses propos, Marine Nedelec. Oui, bah, ce ne seraient pas les miens. Oui, Je on a pense bien que d'être compris. de droite ou être de gauche, c'est pas le sujet d'être une femme. Moi, je crois qu'on est reconnu par l'action de terrain qu'on mène. Voilà, moi, quand Jean-François Fontaine, quand on a été élu en 2020 et qu'il m'a demandé, Marie, quelles sont les délégations que tu souhaiterais, moi, j'ai dit commerce et marché. Mais il me dit, en général, personne ne demande commerce et marché. Bah oui, parce que c'était aussi une délégation qui est peut-être moins évidente pour une femme, parce qu'on a un peu tendance à mettre les femmes sur des sujets sociaux, aux écoles. Oui, mais c'est ça la problématique, c'est-à-dire que quand on regarde l'affaire Abad, les harcèlements sexuels, même jusqu'aux agressions sexuelles, ce qui va quelque chose de plus loin, est-ce que vous n'êtes pas confronté sans arrêt à ces objections de certains hommes qui ne supportent pas ou qui ont du mal à être conciliants ou se dire la femme a toute sa place en politique. Moi, je laisse pas ma place. Vous avez subi ce genre de choses, même dans le monde privé, j'en sens au niveau professionnel. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur des hommes un peu Quand vous êtes lourds présidente d'un club d'entreprise de femmes, chef d'entreprise, nous étions 120 à l'époque où j'étais présidente, et que vous allez défendre un dossier, quand on regarde votre dossier, puis qu'on dit, 120 boîtes, 120 petites boîtes, quoi. Bah ouais, mais les petites boîtes, c'est celles qui constituent notre tissu économique. C'est la valeur aujourd'hui de notre économie. Elle ne se fera pas sans les femmes, tout comme le monde politique ne se fera pas sans les femmes, parce que elles représentent aussi cette société. Et aujourd'hui, quand on a 40% de l'hémicycle à l'Assemblée nationale qui est représenté par des femmes, ben oui, c'est pas suffisant, parce que plus de 50% de la population sont des femmes. Une dernière question sur le sujet, Marine Nedelec. Qu'est-ce que vous pensez de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique? Donc, c'est un observatoire qui a été fondé par Mathilde Viau et Fiona Texer, qui n'est pas un organisme d'État et qui est plutôt porté par des valeurs d'extrême gauche. Moi, je crois que le meilleur moyen en termes de pédagogie sur ce sujet-là, c'est oui, il faut savoir où l'on est. Quel est l'état aujourd'hui de ces violences, qu'elles soient morales, qu'elles soient sexuelles, sexistes, comme vous venez de le rappeler. Mais je crois que l'important, c'est en fait de libérer la parole. Il y a libérer la parole sur toutes ces formes de violence. Mais il y a aussi, moi, c'est ce que je prenais quand j'étais présidente de l'association Trajectoire, c'était de dire, mesdames, allez dire
ce que vous faites. Dites-le parce que vous êtes chef d'entreprise, pas parce que vous êtes des femmes. Et dites-le à autant d'hommes qu'à autant de femmes. Il faut aujourd'hui avoir la place des rôles modèles aujourd'hui dans notre société doit être important pour aussi dépasser ce plafond de verre qui est là. Il est là. Et après, moi, je ne peux pas nier que si je suis là aujourd'hui, c'est qu'on m'a donné ma chance. Et ce sont des hommes qui m'ont donné ma chance aujourd'hui aussi, en politique. Voilà. Olivier Falorni disait il y a quelques années, la politique, être député, c'est savoir recevoir des coups, mais en donner de temps en temps. T'en pensais quoi de ça? Vous êtes capable de on n'est porter pas- des coups? Ouais. Bah, les coups, je peux vous assurer que si je suis là, c'est que j'en ai reçu aussi. Mais vous en avez donné? Vous en avez donné aussi. Mais porter des coups après, sur le fond, bien sûr qu'à un moment donné, il faut savoir dire quand ça va et quand ça va pas. Aujourd'hui, il faut savoir dire qu'on n'a pas, on a ce sentiment en tant qu'élus locaux de ne pas avoir été aidés par notre député à l'Assemblée nationale. Il y a un vrai rôle, hein, le binôme entre le territoire et le député, il est essentiel aujourd'hui. Juste avant de vous passer la parole pendant 2 minutes, hein, c'est ce qu'on s'était dit hors antenne, vous pouvez nous rappeler qui est votre suppléante? Suppléant, pardon. Autant Alors pour j'aurais moi, pu suppléant. avoir une suppléante, Non, votre suppléant. mais j'ai fait le choix d'avoir un suppléant qui est Antoine Gros, maire de Lagore, premier vice-président de l'agglomération. Comme vous l'avez rappelé, il est également ancien médecin anesthésiste à l'hôpital de La Rochelle, donc, qui porte justement un sujet que l'on veut porter sur l'hôpital public. Voilà, pour que ça soit bien clair et que dans la tête des gens, ça soit bien clair aussi. Comme je vous le disais, vous avez 2 minutes. Vous avez carte blanche. Vous parlez de ce que vous voulez. 2 minutes, pas plus. Ok, On a déjà alors largement dépassé le temps. ça marche, je vais faire vite. Moi, je veux porter aujourd'hui un projet de gauche qui va allier à la fois le social, laisser personne sur le bord de la route, l'écologie, parce qu'on n'a plus le droit de regarder le train passer, parce qu'aujourd'hui, on s'alarme tous des rapports du GIEC, mais aujourd'hui, il faut passer au-delà du constat, il faut passer à des solutions concrètes pour le quotidien de chacun, qui ne soient pas punitifs, mais qui soient ambitieux pour l'avenir, tel que le projet que l'on porte sur notre territoire, qui est le territoire zéro carbone à l'échelle de 2040. Et puis, il y a aussi ce renouvellement politique que je veux incarner, à la fois la place des femmes en politique, l'objet de se dire, ce renouvellement, il porte aussi la place de ceux qui viennent de milieux plus modestes, qu'il va falloir mieux représenter aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mieux représenter dans le tissu politique de façon globale, et puis porter la voix du territoire à l'Assemblée. C'est tout l'objet aussi d'avoir Antoine Gros à mes côtés en binôme et en suppléant sur cette élection. Voilà, un projet qui alliera le social, l'écologie et l'Europe. Nous ne serons pas insoumis, et nous ne serons pas soumis non plus. Et pour le coup, il faut y aller avec ses convictions, ses valeurs, celles que je porte depuis longtemps. Même si je suis jeune en politique, je suis pleine d'espoir et pleine de convictions. Merci Marie Nedelec d'avoir participé à cette émission. Merci messieurs. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une candidate, Anne-Laure Babot, candidate ensemble sur la 2e circonscription de Charente-Maritime, celle qui fait Rochefort, Maran, Surgères, enfin voilà, Châtelaillon-Plage, etc., etc. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.